Et si demain, la rédaction de nos lettres d'amour était la dernière chose que nous déléguions à l'IA? Et si demain, on spéculait sur la montée des eaux dans l'immobilier? Et si demain, nos moyens de communication étaient implantés dans notre corps? Ces questions fictionnelles peuvent vous paraître totalement farfelues, pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un avis dessus. On a envie d'imaginer les situations de la vie quotidienne que ça générerait. Et je pense qu'en même en décortiquant, il y aurait tout un tas d'autres questions qui viendraient dans notre tête. Et si demain, c'est la question au cœur de mon métier de prospectiviste. Le message que je voudrais vous faire passer ce soir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert d'un sujet pour pouvoir prendre part au débat sur les enjeux de transformation à long terme. La fiction permet de mieux se projeter que n'importe quoi dans les différents scénarios qui pourraient nous arriver pour pouvoir s'y préparer. Alors certes, le monde est totalement imprévisible, on le dit, de plus en plus complexe, et on a l'impression que tous les efforts qu'on fait, toutes les innovations qu'on déploie servent juste à nous rendre résilients face à des crises à répétition. Face à l'incertitude, on dit souvent qu'il n'y a pas un avenir à prédire, mais plusieurs futurs à préparer. Et je pense que ce soir, j'aurais jamais pu trouver meilleur moment dans ma vie pour incarner ce propos à 15 jours de mon terme. La démarche dont je voudrais vous parler s'appelle le design fiction. Si on éclaire, depuis le temps présent, le temps futur, selon le déroulement des événements, on peut emprunter une infinité de directions pour arriver à une infinité de scénarios. Et l'objectif, c'est bien de sortir du champ du probable, d'aller un petit peu au-delà pour explorer des choses un peu alternatives. En tant que designer, j'utilise ma créativité pour maqueter des objets qui prendraient vie dans ces différents scénarios. Ça permet de se projeter de manière très concrète, très immédiate, et de comprendre ce dont on parle. Et en parler, justement, c'est l'objectif. Les versions proposées ne seront pas forcément les plus confortables ou les plus attendues. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir les analyser pour comprendre tous les impacts et toutes les conséquences sous-jacentes et pour pouvoir finalement conscientiser ce qu'on a envie de voir advenir et ce qu'il faut absolument qu'on évite. Ça éclaire, depuis le présent, toutes nos décisions. Alors maqueter, c'est un exercice tout à fait sérieux. Ça a eu une histoire longue de quasiment 100 ans de scénario planning. L'armée américaine l'utilisait déjà dans les années 60 pour pouvoir faire de la prévision technologique. Une bonne illustration historique oppose ici l'attraction Futurama, qui a été financée par General Motors pour l'exposition universelle de 1939 à New York. Et là, c'est intéressant, on voit le caractère prophétique que cette vision, que cette maquette a pu avoir sur le développement du réseau autoroutier dans les années 60, 20 ans plus tard. Tandis que de l'autre côté, le plan voisin, dessiné par Le Corbusier dans les années 20, a reçu tellement de critiques que Malraux a même inscrit dans la loi la préservation du patrimoine pour protéger de ce genre de vision. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique le design fiction, tant dans mon activité de conseil avec le cabinet Making One Point que mon activité de recherche avec Making Tomorrow. Et il y a 3 principes que je voudrais vous partager qui sont issus de toutes ces expériences-là pour pouvoir justement construire et oser penser le futur d'une manière assez fédératrice. Premièrement, rendre le futur concret. Deuxièmement, multiplier les versions alternatives. Et troisièmement, réagir pour agir dès maintenant. Premièrement, rendre le futur concret. À quoi ressembleront nos villes, nos organisations, nos activités dans les prochaines années? On cherche absolument à sortir du pas de temps des 5 ans
qui est si limitant et plutôt classiquement admis pour penser les stratégies d'entreprise ou même admis dans la sphère politique. Faire du design fiction revient à designer des objets qui puissent, des objets, des services, des produits, des interactions, des interfaces qui nous plongeraient dans un monde imaginaire donné. Alors l'objectif, c'est pas d'être forcément avec une esthétique futuriste. On veut que ce soit réaliste pour que ce soit crédible. Et du coup, en disant ça, l'objectif, c'est d'interpeller, de poser des questions. Une question en particulier, et si demain ? Et si demain, on vivait avec les robots qui auraient remplacé notre métier ? Alors, quelles en seraient les conséquences ? Il y a fort à parier que, voilà, on aurait envie de se dire qu'est-ce que nous, on ferait de nos journées ? Et du coup, quelles en sont les limites ? Est-ce qu'il n'y a que des bénéfices à ça ? Etc. Un exemple, du coup, sur la pollution de l'air. Quand on pense au futur des villes, on a souvent des visions plutôt dystopiques qui nous viennent en tête. Et en plus, elles ne sont pas forcément si loin de certaines réalités. Et si on vivait dans ce genre de monde ? Alors, qu'est-ce qui se passerait ? Déjà, il y aurait peut-être fort à parier que nos montres connectées mesuraient notre taux d'exposition à la pollution et nous alerteraient sur notre taux de particules fines dans notre corps pour pouvoir se mettre à l'abri ou prendre une bouffée d'oxygène. En me rendant sur un salon d'innovation, j'ai trouvé une start-up qui s'appelle Air Pollution Revealer, dont la CEO a participé à une session de pitch startup. Elle décrivait son concept donc sur la mesure de l'exposition à la pollution et en présentant du coup tout ce qu'elle avait développé, l'application mobile, le capteur qui allait avec. Elle a aussi vanté tous les débouchés économiques que ça aurait pu avoir pour donner accès à ces données aux compagnies d'assurance, pour l'estimation du prix de l'immobilier dans un quartier, ou encore l'employabilité des personnes. Alors, vous l'aurez compris, peut-être, cette start-up est une fiction. On l'a créée de toutes pièces avec mon équipe pour pouvoir justement poser le débat. Et en l'occurrence, quand on a révélé le poteau rose à la fin du pitch, on a eu des réactions très diverses dans la salle, entre les personnes totalement conquises et celles qui ont crié au scandale. Et pour l'anecdote, le canular avait tellement bien marché que des semaines plus tard, on a encore reçu sur la page LinkedIn qu'on avait créée pour l'occasion des propositions, des CV de thésards en fait, qui voulaient postuler pour améliorer la technologie. L'ambiguïté de ce genre de projet, ça permet de développer son esprit critique. Là, il s'agissait d'interpeller sur les dérives de cette technologie, qui n'est pas forcément faite pour résoudre le problème de la pollution de l'air, mais seulement pour traquer nos données. Vous l'aurez compris, ce premier point, maqueter de manière concrète des futurs, en osant y injecter un petit peu de friction, pour pouvoir se poser des questions. Deuxièmement, multiplier les versions alternatives pour trouver des solutions. Dans une fiction comme celle qu'on vient de voir juste avant, Air Pollution Revealer, en l'occurrence, on est dans un monde plutôt probable, qui généralise l'idée de la Smart City, toujours plus dense, toujours plus connectée. Et en disant ça, on ne présente qu'une seule version possible du futur. Mais pourtant, il y aurait tellement d'autres choses à imaginer, ne serait-ce que pour essayer de résoudre davantage les tensions sociales ou les tensions climatiques actuelles. Le futur est par essence pluriel. Un exemple avec une autre question cette fois-ci, à quoi ressemblerait notre agriculture et notre alimentation demain ? On a distribué dans les allées du Salon de l'Agriculture le journal de 2040, à travers les différents articles qui, par nature, peuvent développer différents points de vue.
on a construit différents archétypes du futur. On s'est placé tantôt dans un monde où on stabiliserait la situation environnementale actuelle avec un emballage qui fond à la cuisson pour la filière bovine. Un autre où on continue à croître grâce au progrès technologique, avec une annonce pour un dresseur de drones essaims d'abeilles. Un autre encore où on serait dans une transformation radicale, avec là pour le coup l'avènement du Chief Farmer Officer en ville pour gérer l'autosuffisance. Ou encore un où, suite à un certain effondrement, on verrait la carte des vignobles français évoluer de manière drastique. Bon, tous ces articles, toutes les personnes qu'on a pu interroger et qui ont témoigné sur le salon nous ont dit que ça leur avait permis de commencer à toucher du doigt certains enjeux et certains impacts de telle ou telle évolution du progrès. Pour résumer ce deuxième point, jouer avec les futurs, c'est un formidable laboratoire de test. On peut expérimenter sans prendre trop de risques. Alors, les fictions, elles peuvent être créées pour ça, ou alors on peut même aller les piocher dans des œuvres de science-fiction. Il y a plein d'idées plus créatives les unes que les autres à aller chercher. Et toutes ces idées, il faut les trier. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on évite à tout prix? Qu'est-ce qu'on a envie d'amplifier ou d'arrêter tout de suite dans nos modes de fonctionnement actuels? Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse identifier toutes les failles ou toutes les sources d'inspiration à les ramener dans le présent. Ce qui m'amène au troisième point de ce soir, réagir avec émotion puis réflexion pour se positionner, pour se mettre en mouvement et pour agir dès maintenant. Toutes ces maquettes ne sont pas une fin en soi. Elles sont un puissant outil de mobilisation. Ma conviction, c'est qu'il faut absolument que cette capacité à penser le futur soit largement déployée dans la société. Je pense qu'il faut qu'on démocratise le débat sur des questions au temps long, que ce soit en entreprise, dans le domaine associatif, en politique et même dans la société civile. Il y a plein de cas où, en fait, il faut qu'on essaye de voir un peu plus, de manière plus lointaine que ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ce que je m'évertue à faire avec mon équipe, quand on multiplie les happenings, les expositions itinérantes, les débats théâtres, les ateliers participatifs, pour tester plein de modèles en fait, de réception de ces fictions et d'animation du débat. Un dernier exemple, la caravane prospective. C'est un projet qu'on a mené pour le ministère de la Transition écologique. La question, c'était comment rendre acceptable la transition dans la mobilité. Alors cette fois-ci, les fictions, on les a créées sous forme de petites scénettes de théâtre, des scènes de la vie quotidienne où il pouvait y avoir un petit peu de friction, mais voilà, qui développaient différentes questions qu'on voulait mettre en tension. Il y a plus de 200 personnes pendant les 2 jours du forum de l'Agence pour l'innovation dans les transports qui ont pu vivre l'expérience. Et à la fin de l'expérience, on les a invités à se positionner. Alors, on a eu une palette de réactions entre des gens qui ont eu un rejet viscéral de tout ce qui avait été proposé, jusqu'à un enthousiasme total. Il y a même un élu qui voulait voter dès demain matin pour le Uber Pool de la campagne dans son territoire. Le dialogue s'est ensuite mené pour pouvoir écrire en fait les conditions à garantir pour transférer ces propositions dans quelque chose d'acceptable, de soutenable même. La forme de restitution d'un design fiction peut être vraiment variée. Ça peut être, par exemple, pour rédiger des chartes éthiques, pour alimenter une stratégie d'entreprise, pour aider à avoir des idées sur des projets d'innovation, des initiatives citoyennes. Tous les moyens sont bons pour se mettre en action. C'est vraiment la première étape du changement. Pour conclure, je m'adresse à vous, décideurs actuels et en devenir. Osez, grâce à la fiction,
débattre sur des enjeux au long terme. Cette fiction, elle vous aidera à inventer un futur désirable. Car comme le disait si bien Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Merci.